Bonjour à tous, bienvenue dans les actualités du monde .NET du mois de janvier 2019 et on va commencer de suite avec les actualités du monde web avec notamment les nouveautés du framework ASP.NET Core 3.0. Donc bien évidemment, cette version d'ASP.NET Core sera proposée par la prochaine version du framework .NET Core, donc la version 3.0, qui pour l'instant est disponible en version Preview 2. Et donc cette version-là, cette nouvelle version d'ASP.NET Core propose une nouvelle réarchitecture en termes de gestion des packages. Et donc cette nouvelle architecture permet de simplifier et de réduire le nombre de dépendances. Et dans les dépendances qui ont été supprimées, il y a une dépendance importante qui est la dépendance JSON.NET. Et donc si vous souhaitez utiliser cette librairie de sérialisation et de désérialisation en JSON, vous avez la possibilité de le faire, mais il va falloir le faire manuellement en rajoutant un appel dans la méthode Configure Services en utilisant la méthode d'extension add Newtonsoft JSON qui va vous permettre donc d'utiliser cette librairie. Donc première nouveauté et premier changement par rapport à ce que vous pouviez connaître dans les précédentes versions d'ASP.NET Core. Autre nouveauté, une première intégration du framework Blazor. Donc Blazor, c'est la couche Microsoft qui permet de développer des applications web à la fois côté client et à la fois côté serveur, entièrement en .NET. Donc si vous souhaitez éviter d'écrire du code JavaScript ou du TypeScript et utiliser différentes techno web traditionnelles pour faire vos applications, vous aurez la possibilité d'utiliser cette nouvelle technologie. Et dans ASP.NET Core 3.0, on aura une partie de Blazor, et uniquement la partie qui permettra d'exécuter du code .NET côté serveur et de créer des composants, ce qu'ils appellent des composants Razor, côté serveur. Donc vous avez là directement sur la page d'annonce les différentes informations de ce côté-là. Et vous allez voir qu'avec cette nouveauté-là, vous avez la possibilité de créer un composant qui va vous permettre de générer bien évidemment du code HTML, mais le code est de manipuler du code HTML, mais le code sera écrit directement en C# et non pas en JavaScript. Donc ça c'est la première intégration qui va être proposée dans ASP.NET Core 3.0. Et dans Blazor, il y a également une autre partie qui pour l'instant est toujours en version expérimentale, qui elle va vous permettre d'exécuter du code .NET directement au sein du navigateur. Donc ça va être possible grâce à WebAssembly. Donc vous aurez la possibilité de faire à la fois donc, du côté client directement en C# et avec un runtime.NET allégé qui sera directement exécutable par le navigateur. Mais dès à présent, dans ASP.NET Core 3.0, vous avez la possibilité d'utiliser les Razor Components pour avoir du code .NET exécuté côté serveur, des composants Razor dont le code sera exécuté côté serveur. Donc ça, c'est la première, la vraie grosse nouveauté au niveau d'ASP.NET Core 3.0. Donc après, on va voir en termes d'adoption ce que ça va donner. Je suis assez curieux de voir le nombre d'utilisateurs, le nombre de développeurs qui vont partir sur cette technologie-là. Et surtout, ce qui m'intéresse moi le plus, et ce qui je trouve a vraiment beaucoup de potentiel, c'est la partie WebAssembly qu'on verra bien plus tard. Donc on ne sait pas encore exactement quand, mais qu'on verra plus tard. Donc ça concerne l'intégration de Blazor. On a également des améliorations en termes de support de signalaire. Donc signalaire qui vous permet de faire des applications en temps réel et des interactions en temps réel entre les parties clients et la partie serveur de vos applications web. Donc là, on a quelques améliorations qui sont disponibles à ce sujet-là. Et c'est à peu près tout. Donc après, je vous laisserai voir le reste. Mais voilà pour les plus grosses nouveautés proposées par ASP.NET Core 3.0. Toujours dans le monde du développement web, on passe à TypeScript, dont la version 3.3 est à présent disponible. Donc la version 3.3 a été publiée il y a maintenant quelques jours. Donc cette version-là propose quelques nouveautés qui sont de mon point de vue assez mineures. Donc je vous laisserai les découvrir par vous-même. Ce qui me semble surtout intéressant, c'est la publication de la roadmap de TypeScript pour le premier semestre 2019. Donc si vous souhaitez savoir quelles sont les probables prochaines nouveautés, les prochains développements qui seront proposés et incorporés dans TypeScript, vous avez la possibilité d'aller vous rendre directement sur GitHub pour en savoir plus. Donc vous avez les nouveautés bien évidemment à la fois en termes de langage, à la fois en termes d'outillage, etc., etc. Donc je vous laisse découvrir tout ça. Côté IA, donc côté intelligence artificielle, on a une annonce qui a été faite un petit peu discrètement par Satya Nadella, qui annonce que Microsoft ne se lancera pas dans la course des assistants personnels vocaux, tels que avec Google Home ou Amazon Alexa,
Donc vous n'aurez pas, et il n'y aura pas un produit Microsoft avec une borne qui permettra de discuter de manière conversationnelle avec Cortana. Donc, en tout cas, cette borne-là ne sera pas disponible pour le grand public, mais je suppose que Microsoft va travailler pour avoir ce type de device-là, ce type de périphérique, et il les mettra à disposition uniquement pour le monde professionnel. Donc on verra ça. On a vu des annonces et des démonstrations qui ont été faites lors d'une keynote, lors de la build de mémoire, je pense que c'était l'année dernière. Donc je pense que Microsoft continue de travailler sur ce type de périphérique-là. On en saura plus dans l'avenir. Mais en tout cas, pour le grand public, Microsoft ne rentrera pas en concurrence avec Google Home ni avec Amazon Alexa. Donc ça, premier sujet. Deuxième sujet, donc la plus technique, plus orientée développement, c'est la possibilité d'exécuter et de faire appel à certains cognitive services, non pas directement en appelant les services disponibles sur le cloud, mais en les embarquant nous-mêmes dans des conteneurs et en déployant ces conteneurs sur nos propres devices. Donc on peut le faire notamment pour si vous faites de l'IoT, que vous avez des devices spécialisés, par exemple des caméras, et que ces caméras-là ont la capacité d'exécuter des applications déployées sous forme de conteneurs, mais vous pourrez exécuter directement et faire appel à des services de Cognitive Services directement au sein de conteneurs, directement au sein de vos devices. Donc ça, une nouveauté assez intéressante, et avec une démonstration et un tuto qui a été publié directement sur Sun Online. Toujours au niveau de l'IA, un élément et un post assez intéressant, même très intéressant, qui a été publié par Octo. Donc si vous développez des chatbots ou si vous avez comme projet de développer des chatbots, Octo a fait un post de blog sous forme de quiz, donc avec différentes questions sur les bonnes pratiques à mettre en place au niveau du développement de chatbots. Et ce quiz-là, ce questionnaire est fait de manière très pertinente et très intéressante. Donc si vous partez de ce type de projet-là, je vous recommande vraiment de voir ce quiz qui vous permet de savoir exactement quelles sont les bonnes pratiques, les bonnes décisions, la bonne approche, les bonnes approches à mettre en œuvre si vous faites un développement de chatbot. Donc vraiment, je vous le recommande, n'hésitez pas à le tester et à répondre aux différentes questions pour voir ce qui est recommandé par Octo à ce sujet-là. On passe à présent au monde ALM. Donc dans le monde ALM, bien évidemment, sur ce mois-ci, grosse nouveauté en version preview, pas encore en version finale. On a la prochaine version de Visual Studio, donc la version 2019, qui est disponible en version preview 2. Donc avec quelques nouveautés intéressantes, notamment avec déjà disponible dans la preview 1, une meilleure gestion du multimoniteur. Donc si vous travaillez, je suppose que c'est très souvent le cas avec plusieurs écrans. Donc on a Visual Studio qui va proposer une meilleure gestion de ces plusieurs écrans avec notamment la mémorisation de la position des fenêtres en fonction de différents écrans, etc. etc. Des nouveautés C++, je ne suis pas expert C++, donc je ne vais pas vous les décrire. Par contre, un élément intéressant que je vais m'empresser de tester, ce sont des améliorations au niveau du tooling de Xamarin, enfin. Donc on va voir ce que ça donne, et notamment en termes de performance, enfin. Donc là, vous avez un GIF animé qui décrit les performances en termes de chargement sur l'ouverture de projet. Mais il y a eu beaucoup de travail qui a été fait à la fois en termes d'exécution dans Visual Studio, en termes de lancement, en termes des émulateurs. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été faites. Donc il me tarde de découvrir ça pour voir si c'est réel et si les performances sont vraiment bien meilleures. Parce que c'est de mon point de vue un point faible de Xamarin, le côté outillage. Donc là, si les améliorations de performance sont aussi bonnes que celles annoncées par Microsoft, on aura fait un gros pas en avant. Donc ça, c'est pour toute la partie Visual Studio, donc avec la Preview 2 qui est disponible depuis quelques jours. Toujours en termes de preview, on a également la version, donc la prochaine version de TFS, donc qui va s'appeler Azure DevOps Server, donc Azure DevOps Server 2019. Donc on a la version RC2 qui est à présent disponible. Donc la RC1 a été publiée de mémoire fin novembre ou début décembre. Donc la RC2 est disponible. Donc si vous êtes sur TFS et que vous souhaitez découvrir les nouveautés proposées par cette version-là, n'hésitez pas à la tester, puisque cette version-là est une vraie version majeure, avec notamment la nouvelle interface graphique de TFS, donc d'Azure DevOps Server, qui est proposée. Donc une nouvelle ergonomie qui est quand même assez différente de celle qui était proposée jusqu'à présent, et avec pas mal de nouveautés qui sont proposées dans cette nouvelle version. Donc n'hésitez pas à la tester et à la découvrir plus en profondeur
avant de l'installer sur vos environnements de production, donc dans les prochaines semaines. Je pense que la RTM devra être disponible dans les prochaines semaines, donc soit fin février, soit en mars, au plus tard, je suppose en avril, mais ça ne devrait pas tarder à arriver. Toujours au niveau du côté ALM, on a, donc vous savez, comme vous le savez, Microsoft a racheté GitHub il y a quelques mois maintenant, donc en 2018. Et donc, ils ont commencé l'année 2019 avec une nouveauté assez intéressante. Donc, c'est la possibilité de créer des repos privés, non pas des repos publics, mais des repos privés, de manière gratuite. Donc, jusqu'à présent, vous aviez la possibilité de le faire pour les repos publics, bien évidemment, puisque GitHub est un site dédié aux projets open source et donc aux repos publics. Et si vous souhaitez faire des repos privés, vous avez la possibilité de le faire pour des équipes limitées à 3 collaborateurs. Donc, je suis un petit peu surpris qu'ils n'aient pas repris le même nombre de développeurs que ce qui est proposé par Azure DevOps Server, puisqu'on a des versions gratuites jusqu'à 5 développeurs. Mais pour GitHub, vous avez la possibilité de le faire jusqu'à 3 personnes, de faire vos repos privés sans aucun problème. Donc, une bonne nouvelle de ce côté-là. Toujours lié à GitHub et également à Azure DevOps Server, des nouveautés avec une nouvelle tâche qui est créée, donc qui s'appelle GitHub Release Task, qui vous permet de créer et de mieux gérer vos déploiements liés à du code hosté par GitHub, et notamment avec donc, du code qui vous permet de créer ces releases-là, et notamment qui vous permet de gérer les release notes de manière automatique. Donc ça va vous permettre de gérer automatiquement, de récupérer vos changelogs et de mettre tout ça proprement au sein de vos releases de manière assez traditionnelle et sans avoir à le faire manuellement. Donc, ça vous permet de l'automatiser. Toujours au niveau de TFS, cette fois-ci, non pas d'Azure DevOps Server, Microsoft a déterminé et a détecté une petite faille de sécurité, donc qui n'est pas bien folle, qui permet de récupérer les variables secrètes. Alors, elle n'est pas bien folle, sauf si vous avez une vraie gestion de sécurité au niveau de vos builds. Donc si tout le monde dans votre équipe n'a pas la possibilité et n'a pas les droits de gérer des builds, parce que dès que vous avez les droits de gérer les builds, vous avez la capacité de manière très très simple de récupérer les variables secrètes. Mais si vous êtes dans une équipe assez importante avec une vraie gestion de droits de ce côté-là, il y a une faille de sécurité qui vous permet de récupérer les variables secrètes. Donc vous avez la possibilité de récupérer un patch et d'installer ce patch-là pour résoudre ce problème-là. Toujours lié à la sécurité, Microsoft vient d'annoncer un programme Bounty pour tout ce qui est détection des failles de sécurité. Donc si vous êtes un chercheur en sécurité ou un hacker et que vous trouvez, ou alors que vous trouvez une faille de sécurité pour X raisons dans Azure DevOps Server, donc que ce soit la partie cloud ou la partie bien évidemment on-premise, Microsoft propose maintenant des récompenses si vous trouvez des bugs qu'il valide. Donc avec des récompenses pouvant aller jusqu'à 20 000 $. Et enfin, pour terminer ces actualités, et donc toujours dans le domaine ALM, on a l'équipe Visual Studio App Center qui va opter pour une approche plus ouverte pour l'année 2019, avec notamment la publication d'une roadmap toujours sur le premier semestre de mémoire. Il faudrait que je vérifie, mais je crois que c'est le premier semestre. Donc vous avez la roadmap qui est publiée, donc qui est ouverte et qui est ouverte à discussion et à commentaires. Donc si vous souhaitez avoir un impact dessus, vous avez la possibilité de le faire. Donc pour cela, il faut la chercher un petit peu, mais elle est disponible sur GitHub. Je vous l'ai ouvert directement ici. Donc vous avez la roadmap 2019. Donc avec différents thèmes, donc bien évidemment, comme toujours, les performances. Alors bien évidemment, ce qui est important pour eux, c'est la transition d'Okiapp vers Visual Studio App Center. Donc Okiapp, il est issu du rachat d'Okiapp par Microsoft. Et donc maintenant, comme toute l'offre s'oriente vers App Center, il faut migrer tous les clients existants vers cette nouvelle offre. Et également des prochaines nouveautés, donc notamment des nouveautés intéressantes, le support du WP, mais également le support de WPF. Donc j'en connais un qui va être content, puisque Microsoft non seulement va proposer donc le support de Xamarin, de toute la partie développement mobile, des devices mobiles, donc c'était vraiment l'orientation jusqu'à présent de Visual Studio App Center, mais maintenant on va avoir la même chose pour des applications desktop. Également donc la support de .NET Core 3, donc ce qui semble logique, etc., etc., etc. Et voilà donc pour les nouveautés du mois de janvier 2019. Rendez-vous le mois prochain pour les actualités du monde .NET de février 2019. À très bientôt.